Monsieur le consul, Madame la députée, Pascal, Fabienne. Donc, je suis ravie d'être là. Je suis ravie parce que c'est pas toujours évident de montrer ce que c'est que le Japon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être invité à cette festivité. Le Japon est un pays qui fascine. Fabienne, quand tu arrêteras de bouger quand on fait des photos. C'est une des bases de la philosophie japonaise. Si je vous emmène en voyage Il y a un kimono magnifique à vendre. Il y a beaucoup de risques. Au Japon, ils donnent une valeur au choix. On appelle le mannequin-éco, le chaque porte-bonheur. Je vous emmène en voyage aussi. Au Japon, l'idée de récupérer des chutes de bambou pour faire quelque chose d'aussi joli, j'ai trouvé ça sympa. Au Japon, ils donnent une valeur. Tous ces gens qui sont là, qui représentent la culture japonaise. Il y a Naomi qui nous suit depuis des années. Et Naomi, elle fera des cours de cuisine, elle fera de la calligraphie, elle fera beaucoup de choses. Et puis vous avez tous les autres qui sont là, donc, et le food truck, un food truck japonais. Et c'est eux qui vont vous régaler. Il n'y a pas de sushi au food truck. N'espérez pas déguster les sushis. C'est la vraie tradition japonaise culinaire. On a la chance d'avoir un food truck japonais, mais qui nous fait la vraie cuisine japonaise, celle qu'on n'a pas souvent l'occasion de déguster en France. Et je déclare que le festival est aujourd'hui ouvert. Et je vous remercie tous d'être là. Merci beaucoup. Alors, la pratique du judo au niveau des enfants, c'est que l'enfant apprenne à bien connaître son corps, à tomber dans toutes les positions sans se faire mal. Bonjour. Moi, je viens de filmer un peu tout ce que vous faites. Attends, arrêtez, putain. Tu couperas, je suis désolé. Oui, je couperai ou je couperai pas, on verra. Mais c'est assez magnifique. Mais alors, ce sont des objets typiquement japonais, des lanternes notamment. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, ce qu'il faut dire en premier, c'est que moi, je travaille sur l'illusion. C'est une des bases de la philosophie japonaise et surtout du zen. Tout n'est qu'illusion. Ouais. Les choses ne sont que ce qu'on leur donne à être. Donc moi, je travaille sur l'illusion. Toutes ces plaques de pierre ou ces lanternes, tout ce que vous pouvez voir de minéral, c'est faux en fait. C'est à base de polystyrène que je travaille, que je sculpte, que je grave. Et qui doivent à la fin ressembler à du vrai, de la vieille pierre. Une lanterne comme ceci, normalement, devrait peser 20-25 kilos. Oui. Et là, elle doit peser 500 grammes. Et en extérieur, il faut les fixer parce que par rapport au vent, quand même. Alors, malgré ce qu'on puisse penser, pas du tout. Sauf si c'est vraiment sur une pierre, un petit peu en hauteur, sur un parapet, il y a beaucoup de vent. Là, on peut les fixer avec un petit bout de colle. Mais sinon, dans les jardins, ça ne bouge absolument pas. Ah ouais. Non, c'est assez surprenant pour ça, quoi. Je travaille sur l'illusion. Illusion, mais on voit quand même que c'est de la fausse pierre. Ah ben, c'est vous qui le dites, parce que oui. tous les gens qui sont là sont toujours très surpris. Quand il les soulève. Très bien. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Arigato gozaimasu. Arigato. Bonjour. Toutes ces choses, vous les avez Ramené du Japon. On y va tous les ans. On passe à peu près un mois, donc ça nous laisse le temps d'avoir des trouvailles sur l'île de Shikoku par exemple, ou Kyushu. Kyushu, on a ramené des poupées en bambou qui sont fabriquées par un monsieur qui fournit un seul magasin sur tout Kyushu et sur tout le Japon. Ton idée de récupérer des chutes de bambou pour faire quelque chose d'aussi joli, j'ai trouvé ça sympa. Cet objet alors. C'est un objet qui servait en fait dans les champs. C'est-à-dire que les cultivateurs dans les rizières et autres, quand ils avaient soif, ils prenaient leur bol, ils allaient dans le ruisseau qui coule à côté d'eau fraîche. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de ruisseaux qui coulent. Oui. Donc ils se servaient en eau. Oui. Quand il avait terminé, il remettait en fait son bol à la ceinture.
Ah, Et voilà. la corne permet de ne pas perdre le bol. D'accrocher le bol à la ceinture. Oui. L'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de trimballer une bouteille d'eau pendant tout le temps de son travail. Oui. Il l'a tout le temps à portée de main. Et ça ne pèse rien, donc ça ne le fatigue pas. Et l'eau des ruisseaux est buvable. Et l'eau des ruisseaux est buvable. Surtout que ça, c'est un objet qui date... Oui, d'avant. Je ne connais pas la date exacte. De l'époque où l'eau était buvable. Mais c'est du bois, laqué. C'est de la céramique, pas coup. Quand on a émaillé la pièce et qu'on la sort du four justement pour l'enfumer, pour faire l'enfumage, pour avoir les craquelures, c'est vrai que c'est la nature qui travaille. Mais tu l'émailles avant de la mettre au four. Voilà, exactement. On fait une première cuisson qui est un biscuit pour vitrifier la terre. Ouais. Et une fois que la terre est vitrifiée, on passe l'émail, là où on veut l'émailler, et on va remettre au four. Ouais. On va monter à 950 degrés environ. Et dès qu'on arrive à 950 degrés, on ouvre le four. Et avec une pince, on sort la pièce du four. Il y a des pièces qui peuvent être émaillées totalement et il y a des pièces qui peuvent être émaillées que sur certaines parties. Et après, c'est aléatoire. C'est ça qui est intéressant dans la céramique raku, c'est ce côté aléatoire de la cuisson. Bonjour. Bonjour. Je vais vous embêter un peu pendant que vous vous installez. Pas de souci. Vous faites les bonsaïs et les poteries. Oui. C'est le même atelier. Voilà, c'est le même atelier. Atelier Shibui. Ça fait 16 ans que je fais du bonsaï. J'ai appris avec un maître japonais pendant 8 ans. J'ai un beau petit jardin avec un bel atelier de céramique. Bonsaï, ça veut dire l'arbre en pot. La représentation d'un arbre grandeur nature, mais dans un petit pot. Et comment on arrive à le garder petit? Par des techniques de pincement des bourgeons chaque année, taille des racines, remise en pot. Et ça, année après année, en fait, les arbres s'habituent à leur environnement dans un pot et réduisent la taille des feuilles, voilà, c'est tout un travail en fait. Et alors parlons poterie maintenant. Alors, j'ai commencé par la poterie à bonsaï. L'argile que je travaille, c'est du grès. Oui. Donc c'est cuit à haute température, 1300, 1320 degrés. Et je cuis mes céramiques dans un four à bois traditionnel japonais qu'on appelle un noborigama, c'est-à-dire un four à bois à plusieurs chambres. C'est des cuissons qui se passent sur à peu près 4 jours et 3 nuits non-stop, où on met du bois dans le four. Les pièces sont dans le four, exposées au feu, à la flamme, et on met du bois au fur et à mesure pour atteindre ces 1320 degrés. Ah oui, pour monter progressivement à cette température. Une fois qu'on est arrivé à la température, on ferme le four hermétiquement avec de la barbotine, on ferme avec des briques et tout ça, et on laisse refroidir. Donc nous, pour le volume qu'on a, on laisse refroidir une dizaine de jours pour atteindre la température ambiante. Et après on ouvre le four et on voit les belles ou les moins belles surprises. Oui, alors c'est ça, il y a des surprises quelquefois. Ah, il y a des surprises tout le temps. Ah oui, tout le temps. Des belles surprises, des choses un peu moins belles. Et vous faites des bols spécialement pour les cérémonies d'été ou pas? Voilà. J'essaye en tout cas. Donc c'est des bols un petit peu particuliers qui peuvent être déformés des fois, qui sont très larges pour pouvoir actionner le chassen, le fouet, pour battre la poudre de matcha. Et voilà, qui sont agréables à prendre en main et voilà, qui ont des particularités, quoi. Là par exemple, on voit que ici la cendre, le feu passait par ici. Parce que c'est impacté pas mal de cendres ici, et beaucoup moins sur ce côté-là. Mais malgré tout, il y a quand même un joli aspect. Au dernier festival, il y avait un maître potier. Il nous disait que certains potiers au Japon, un bol latte pour la cérémonie vaut le prix d'une Ferrari. Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est pas une légende. Non, c'est vrai. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Au Japon, ils donnent une valeur aux choses assez particulière. Pour eux, c'est très important, la cérémonie du thé, toutes ces choses-là, la céramique. C'est très important aussi pour eux, et ça je trouve que c'est super, de valoriser le travail des artisans. Et du fait il y a des gens qui ont la possibilité de s'acheter un bol au prix d'une Ferrari, et ça permet au potier de pouvoir continuer sa vie et de travailler dans des recherches. C'est comme un peu un espèce de mécénat en fait. La cérémonie que nous vous présentons aujourd'hui est de l'école Ura Senke, qui est la plus pratiquée au Japon. Un proverbe
peut montrer l'importance de cette cérémonie. C'est Ichigo Ichie, ce qui signifie chaque rencontre est unique. Devient l'importance de profiter pleinement du moment présent, car on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Le thé a été importé de la Chine vers le Japon aux environs du 7e siècle. C'est à partir du 12e siècle que l'usage du thé a pris la forme d'une cérémonie rituelle avec la pratique de fouetter la poudre du thé vert avec de l'eau chaude dans un bol. Au 15e siècle, le plus grand maître du thé fut Senno Rikyu, qui a établi la cérémonie dans sa forme actuelle. Le Chado est avant tout un exercice spirituel qui cherche à ouvrir l'esprit à la maîtrise de soi et à la paix. Wa, ke, se, jan. Wa, ça veut dire l'harmonie. Ke, ça veut dire le respect. C'est la pureté. Ja, la tranquillité. 遊びにしようとあなたが言ったそうねと私も笑って別れたそれで終わった恋なのになんで今さら愛していると分かったことが遅すぎたのね別れた後じゃ L'idée de faire cette série basée sur des diptyques où j'essaie de construire deux images avec des structures identiques et qui illustre d'une à gauche le Japon traditionnel et à droite le Japon moderne. Donc elles sont en principe constituées de la même manière et les oppositions se font soit par les formes, soit par les couleurs. Les couleurs chaudes pour le Japon traditionnel et les couleurs froides pour le Japon contemporain quand on parle d'architecture. Et puis voilà, un contraste aussi, les maiko, donc apprentis geisha traditionnels, et puis les jeunes cosplays qui se déguisent en geisha. En allant un petit peu plus loin, quand on découvre les photos, on peut regarder aussi un fond qui est un fond en bois et ici un fond très coloré qui ajoute du détail au contraste, etc. Donc voilà, toute la série est basée là-dessus. Et puis moi, ça me permet aussi de la construire au fur et à mesure de mes voyages. Je rajoute une, je rajoute deux. Voilà, tu trouves chaque fois une nouvelle idée en fonction d'une photo que tu as fait l'année d'avant. Voilà. Soit des fois je cherche l'idée, soit des fois en me promenant, je cherche l'idée qui va avec une que j'ai déjà, ou des fois ça me saute aux yeux en disant ah ben tiens, ça c'est l'opposé d'une que j'ai déjà. Mais après, bon, faire la
Il a réussi. Ça va, tout le monde est prêt? Et du coup, ce qu'on concentre, c'est plutôt la tête. Et après, on va tous faire ensemble. Je le fais en paix, je le fais en paix, comme ça. Donc, au début, on fait des paix. On se pose. Ah, j'ai pas fait dans le bon sens. C'est comme ça? Oui, mais après, chaque partie, on va Le problème, c'est maîtriser un petit peu après. ouais, c'est le gaucher. Ok. Les gauchers, pourquoi les droitiers? Et là, on fait de gauche à droite. C'est gauche à droite, ah ouais. Et les gauchers font pareil? En fait, au Japon, gaucher, c'est vraiment il faut plus. Pardon? On corrige quand on est petit. Ouais, alors moi, on m'a corrigé pour écrire, mais... C'est compliqué. Peut-être que je peux faire tout de suite, japonais. alors? Comme vous sentez, si vous sentez bien avec la droite. Oui, tu reviens tout à l'heure. Voilà, et là, et on appuie. Voilà. Ah, c'est mieux, c'est mieux, hein, général. Les plus grands dénivelés, c'est là. Eric s'intéresse. Alors, tu veux que je t'emmène en voyage à Shikoku? Voilà. C'est donc un pèlerinage que j'ai effectué 2 fois, à un an d'intervalle, qui est connu pour être le Compostelle japonais, le Compostelle bouddhiste. En fait, c'est comme ça qu'il est présenté de façon un peu raccourcie. C'est une grande marche qui rejoint 88 temples qui sont disséminés autour de l'île de Shikoku. Certains dans des villes, des villages et beaucoup dans la forêt, au sommet de montagnes. Et depuis 1200 ans, des millions de Japonais ont marché sur ces chemins pour honorer ces 88 temples. Donc c'est quelque chose d'assez puissant, c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Si depuis 1200 ans autant de gens viennent à cet endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui est hors du commun, auquel je ne m'attendais pas et qui est vraiment magique. Et c'est une île dont on fait le tour. Voilà, c'est ça, on fait le tour. En fait, il y a même 2 boucles. Il y a une petite boucle de 120 km qu'on appelle le Petit Shikoku, qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre au départ. Donc en un peu moins d'une semaine, on se retrouve à son point de départ. Donc on a les premières courbatures, les premières ampoules aux pieds, on a vu 12 temples et sur 88 et on se retrouve à son point de départ. Donc quand on regarde la carte, on se dit mince, voilà, j'ai déjà des bobos, mais en fait tout reste à faire. Et ensuite on se lance donc dans le tour de l'île pour rejoindre ces 88 temples. Alors c'est des zigzags, hein, c'est pas en ligne droite, ils sont pas au bord de la mer, donc il faut aller les chercher, faire des incursions dans la montagne et dans la forêt. C'est pas un Japon auquel on est habitué, on marche beaucoup dans des forêts primaires, sauvages. Donc c'est vraiment passionnant. Et pendant ce pèlerinage qui dure plusieurs jours? Ouais, moi j'ai 42 jours. Ouais. 42 jours. Tu dors où? Tu dors dans des... Alors il y a différentes options. On peut dormir dans des temples. Voilà, On est accueilli donc par les moines. Sinon, la majorité des pèlerins en fait dorment dans ce qu'on appelle des minshuku, qui sont des sortes de petites guest house. En fait, ce sont des gens qui ont des Japonais, qui ont des maisons un peu plus grandes que les autres, et ils consacrent leur vie à l'accueil des pèlerins. Et dans ce livre, donc, tu racontes ce pèlerinage et ce qu'il t'a apporté? Voilà, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment vivre l'instant, en fait. C'est vraiment profiter de l'instant présent et lâcher prise sans s'inquiéter du futur.
Parce que bon, quand on marche dans un pays comme le Japon et qu'on ne parle pas japonais comme moi, ça peut paraître un petit peu inquiétant parfois. Où est-ce qu'on va dormir? Est-ce que ça va aller? Où est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va trouver à manger? Enfin, c'est des questions qui... Et en fait, on s'aperçoit que les difficultés s'aplanissent d'elles-mêmes et que les inquiétudes qu'on pouvait avoir s'effacent. Donc, c'est une grande école du lâcher-prise. Et quand on se plonge dans une aventure comme ça... le lâcher-prise fait que du coup l'esprit se libère en quelque sorte et s'ouvre. La ville nous a accueillis vraiment avec beaucoup d'honneur et on est vraiment satisfait des relations qu'on a eues avec la mairie de Saint-Hilaire de Brett.